Le 24 juin 2015, Perry Cohen et Austin Stefanos, deux Américains de seulement 14 ans, sont partis pêcher en mer à Jupiter, une petite ville de Floride. Ils ont quitté le port à bord d'un petit bateau à moteur de 5 mètres de long. Seulement, ils ne sont jamais rentrés. A démarré l'une des affaires de disparition maritime les plus médiatisées aux États-Unis. Une affaire comprenant des zones d'ombre et des rebondissements. Et je vais vous raconter toute cette histoire en détail juste après ça. Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour parler d'une affaire inédite, une affaire assez méconnue en France, la disparition de deux jeunes copains américains lors d'une sortie de pêche. Il se trouve qu'en plus, c'est le 10e anniversaire de cette affaire, donc c'est le moment idéal pour l'évoquer. Mais assez parlé et plongeons tout de suite ensemble dans cette histoire. Partons en Floride, aux États-Unis, plus particulièrement à Jupiter, une petite ville côtière dans le comté de Palm Beach, dans l'État de Floride, à 90 km au nord de Miami. Abritant des parcs soignés et surtout des plages splendides, Jupiter est le paradis des pêcheurs et des amateurs de voile. À Jupiter, l'eau est partout, car une partie de la ville est entourée d'eau, entre l'océan et plusieurs rivières. C'est un endroit où il fait bon vivre, et où on ne paye pas d'impôt sur le revenu, si bien que des célébrités sont venues y habiter, comme le champion de golf Tiger Woods ou encore Céline Dion, la chanteuse qu'on ne présente plus. Mais Jupiter a connu un drame qui l'a marqué à jamais en juillet 2015. À cette période, des millions d'enfants américains profitent de leurs grandes vacances, et c'est le cas de deux jeunes ados du coin nommés Austin Stefanos et Perry Cohen. Né le 1er décembre 2000, Austin Stefanos a 14 ans. Il habite à Jupiter avec ses parents et ses deux jeunes frères, notamment Dakota. En effet, sa mère Carly Black et son père Blue Stefanos ont 3 enfants. Mesurant 1m57 pour 52 kg, Austin est plutôt athlétique. C'est un excellent nageur et il passe beaucoup de temps dans l'eau, la pêche étant sa grande passion. Il fait beaucoup de plongée et de pêche à la ligne. Né le 30 janvier 2001, Perry Cohen est lui aussi dans sa 14e année. Ses parents, Pamela et Philip Cohen, ont divorcé quand il n'était qu'enfant, et Perry vit désormais avec sa mère, son beau-père Nick et ses 2 sœurs à Jupiter. En ce qui concerne Nick Karniloff, son beau-père, c'est un entrepreneur assez connu en Floride. Il est le directeur de Art Miami, la 2e foire d'art la plus fréquentée au monde. D'un point de vue physique, Perry mesure 1m57 pour 40 kg. Il est donc un peu plus frêle qu'Austin. Perry vit depuis des années près de la mer, et d'après sa famille, il savait nager avant de savoir marcher. Et c'est sans doute sa passion pour l'océan et les activités nautiques qui l'ont rapproché d'Austin. Comme ils habitent non loin de l'autre à Jupiter, les deux copains se passent la majeure partie de leur temps libre à pêcher ensemble. On peut dire que ces deux gamins sont dingues de pêche et ils ont même travaillé un temps ensemble dans un magasin spécialisé pour les pêcheurs. Autant dire que vivant à Jupiter, sur l'un des plus beaux morceaux de côte de Floride, ils en profitent dès qu'ils le peuvent. Et c'est justement ce qu'ils ont prévu de faire le 24 juillet 2015. Ce vendredi-là, ils vont partir pêcher tous les deux sur le bateau d'Austin. Le jeudi 23 juillet 2015, la veille, les deux copains ont déjà pêché ensemble. Et le soir, Perry a prévu de dormir chez son copain, Austin. Comme ça lui arrive souvent de le faire. Perry a emprunté pour l'occasion à son beau-père Nick un GPS pour bateau. Un équipement électronique qui permet de déterminer la position exacte du navire à l'aide des signaux satellites. Nick a demandé à Perry pourquoi il avait besoin d'un GPS, et il lui a répondu qu'il allait pêcher dans le chenal de Jupiter avec Austin comme d'habitude, et que Austin avait envie de tester un GPS avant d'en acheter un lui-même pour son bateau. Le vendredi 24 juillet, Perry et Austin se lèvent vers 9h du matin, et après avoir pris leur petit déjeuner, Carly, la mère d'Austin, les dépose en voiture chez son grand-père Richard Coons, qui possède une maison au bord de l'eau. Sa maison a un ponton privé donnant sur la rivière Loxahatchee, qui se jette dans la mer à 5 km à l'ouest. En effet, c'est chez le grand-père d'Austin que le bateau est amarré. Monsieur Coons n'est pas là, mais il a laissé 100 $ sur une table pour que son petit-fils puisse acheter de l'essence. Une fois chez le grand-père, les deux ados récupèrent l'argent et ils montent à bord du bateau d'Austin. Un Seacraft blanc de 5,50 m de long avec une console de pilotage centrale. Le Seacraft est un bateau à moteur conçu pour la plaisance et les activités nautiques. Il offre un bon compromis entre maniabilité, espace à bord et performance. C'est un bateau relativement facile à manœuvrer, et les deux copains ont l'habitude de le prendre pour pêcher autour de Jupiter.
En fait, c'est le grand-père d'Austin qui lui a offert ce bateau environ un mois plus tôt, et il l'a déjà utilisé une 20aine de fois. Il sait naviguer avec, il a aussi quelques notions en mécanique. En ce qui concerne Perry, lui, il a déjà piloté des petits bateaux, mais toujours en présence d'un adulte. Bien qu'il date de 1978, le Seacraft d'Austin a été rénové un mois plus tôt, et il est en bon état, équipé d'un moteur hors-bord Yamaha 9 de 115 chevaux. Et il semble tout à fait opérationnel, vu qu'il a servi la veille. Austin et Perry quittent donc ensuite la maison du grand-père à bord du bateau. Ils prennent la direction de la mer, mais ils doivent avant naviguer sur une rivière. Et ils vont être tracés en quelque sorte par des caméras de vidéosurveillance. À 9h42, ils sont filmés en train de passer sous un pont, et quelques secondes plus tard, en train de naviguer sur la rivière Noxahatchee, qui se jette dans la mer. Leur bateau sera aussi filmé par la caméra d'une résidence privée. Et tout paraît normal. À 9h49, Perry envoie un SMS à sa mère, Pamela. Et à ce moment-là, elle est en train de travailler à Miami avec son mari Nick. Et pour envoyer ce texto, Perry utilise l'iPhone 6 d'Austin parce que le sien est en panne. Quelques minutes plus tard, les deux jeunes font un rapide stop chez Diane Stephanos, la grand-mère d'Austin, chez qui ils prennent notamment des barres protéinées et de la glace pour pouvoir conserver le poisson. Ils repartent ensuite et font un dernier arrêt au Jeep Yacht Club, la marina de Jupiter, pour faire le plein d'essence. On en est sûr car ils en ont pour 122 $ qu'ils payent en liquide. Et par la suite, ils partent cette fois pour de bon. Austin envoie à sa mère Carly ainsi qu'à son père Blue un SMS pour leur dire qu'ils sortent pêcher. Les parents d'Austin autorisent leur fils à faire de la pêche dans la rivière et le chenal de Jupiter, et ils lui demandent juste de leur envoyer des nouvelles régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Et c'est ce que fait toujours Austin, qui a apparemment de l'expérience en navigation pour son âge et aussi une connaissance en protocole de sécurité. Et à 10h25, une caméra de vidéosurveillance filme de loin Austin et Perry en train de quitter le chenal de Jupiter à bord de leur Seacraft. On voit leur petit navire se diriger vers le large. Et ce sont les dernières images de Austin Stephanos et Perry Cohen. À cet instant-là, le temps est chaud et venteux, mais il y a quelque chose d'inquiétant sur ces images. En effet, le bateau est le seul à partir en mer et le ciel est assez couvert. Et c'est sans doute parce que la météo a annoncé une tempête en début d'après-midi. Des gens qui sont dans la marina sont quand même un peu surpris de voir ces deux jeunes partir en mer vu les prévisions météo. Mais à ce moment-là, le temps est encore calme. Seulement, ça ne va pas durer. À 13h30, une ligne de tempête frappe la côte de Floride avec de fortes pluies et des vents violents supérieurs à 65 km/h. Et en mer, des vagues de 2 à 4 mètres de haut se forment. Cette tempête est assez forte, mais quand même assez brève, parce que, à 15h, tout est revenu à la normale. Mais une femme est particulièrement inquiète, et cette femme, c'est Carly Black, la mère d'Austin. Parce qu'elle est sans nouvelles de son fils, qu'elle tente d'appeler à 4h46. En vain, l'ado ne lui répond pas. La femme essaye alors de joindre ses amis qui n'ont plus eu d'échange non plus avec lui depuis le matin. Et c'est normal, parce qu'on va apprendre plus tard, grâce à son opérateur de télécom AT&T, 4h16 précise, l'iPhone 6 d'Austin a été définitivement déconnecté d'Internet. Certainement à cause de la météo, même si c'était juste avant le début de la tempête. Aux alentours de 15h, Carly prévient son compagnon Blue Stephanos, et celui-ci part sur son propre bateau pour tenter de retrouver les garçons. Il vérifie la marina, va sur la rivière et en mer près de Jupiter. Vers 16h, Carly contacte Pamela Cohen, la mère de Perry, et elle l'informe de la situation. Et Madame Cohen tombe des nues. Pamela vient de rentrer avec Nick de Miami, où il travaillait, et elle n'a pas non plus de nouvelles de son fils depuis le matin. Et à vrai dire, elle ignorait qu'il était parti en mer. Perry lui avait juste dit qu'il dormait chez son ami. Mais c'est quand même hallucinant, à cet instant-là, personne n'a encore prévenu les secours. Et c'est ce que décident de faire les parents de Perry. À 16h, Pamela Cohen et Nick Kornilov se rendent au commissariat de police de Jupiter pour signaler la disparition de leur fils et de son ami. Et le Jupiter Police Department prévient aussitôt les gardes-côtes, à 16h30. Des recherches aériennes et maritimes sont alors lancées au large de Jupiter pour tenter de localiser les ados. Et les gardes-côtes déploient de gros moyens. Ils font partir des navires, plusieurs avions dont un C-130 et un hélicoptère à la recherche du bateau. De leur côté, les familles sont actives et assez soudées. Les parents d'Austin et Perry se connaissent, et au départ, ils se tiennent les coudes. Ils se soutiennent mutuellement, apparaissant même ensemble dans des émissions de télévision. Et avec des dizaines de bénévoles, ils ratissent les rivages et les plages à la recherche de débris échoués. Seulement, on ne trouve ni le Seacraft, ni les garçons, ni rien, et on n'a aucune idée de l'endroit où ils peuvent être.
Parce que, et c'est un gros problème, on n'a aucune idée de l'endroit où ils comptaient aller pêcher exactement. Mais grâce à leurs investigations, les autorités vont quand même découvrir que les jeunes ont laissé des informations involontairement derrière eux. En effet, Austin Stéphanos a été assez actif le 24 juillet, le jour de leur disparition. On va donc récupérer les données, et ce qu'on va apprendre n'est pas rassurant. Car plus tôt ce jour-là, Austin a envoyé à une connaissance un message Snapchat indiquant en route pour les Bahamas. Les deux ados n'avaient donc peut-être pas du tout l'intention de faire juste de la pêche côtière près de Jupiter. Ils avaient, semble-t-il, pour projet d'aller aux Bahamas, un archipel de récifs coralliens situé dans l'océan Atlantique à plus de 100 km à l'ouest de la côte de Floride. Mais étaient-ils réellement sérieux? Ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir qu'Austin a publié une dernière photo sur son compte Instagram. Cette photo montre le bateau avec plusieurs cannes à pêche installées à l'arrière, et aussi le message « Adieu Jupiter ». Le 25 juillet, les recherches se poursuivent, mais les garçons ne sont toujours pas retrouvés et leurs parents passent les pires moments de leur vie. Le 26 juillet 2015, les recherches reprennent de plus belle. Et vers 14 h, un hélicoptère des gardes-côtes américains repère un bateau qui a chaviré, loin des côtes, à 107 km à l'ouest de Daytona Beach. Tout indique qu'il s'agit de celui d'Austin. Mais depuis les airs, on n'aperçoit aucune trace des deux adolescents aux alentours. Selon toute apparence, le bateau a dérivé vers le nord, puisque Daytona Beach est distant de 280 km de Jupiter. Les gardes-côtes tentent de sécuriser le navire sans y parvenir, en raison des conditions météo difficiles. La mer est agitée. Ils se contentent alors de fixer une bouée de repérage, puis repartent à la recherche de Perry et Austin. Depuis 2 jours, la nouvelle de la disparition des garçons s'est largement répandue dans la région. Beaucoup de médias parlent de l'affaire, qui tient en haleine les habitants du coin comme un certain nombre d'Américains. Le hashtag Find Austin et Perry devient viral sur Internet. Camarades de classe, professeurs, ainsi que de nombreux anonymes se réunissent pour prier dans le but qu'on retrouve sains et saufs les 2 ados portés disparus. Des veillées sont organisées sur les plages où l'on dépose des bougies, des bouquets de fleurs et où on fait décoller des lanternes. Cette histoire qui survient en plein cœur de l'été provoque beaucoup d'émotions, mais elle est loin d'être terminée. Le 31 juillet 2015, après une semaine d'efforts, les gardes-côtes américains annoncent la fin de l'opération officielle de recherche et sauvetage. Ils stoppent leur opération après avoir fouillé une surface maritime gigantesque, une surface de plus de 50 000 miles marins carrés autour de Jupiter. La zone va de cette petite ville balnéaire jusqu'à la Caroline du Nord. Et les gardes-côtes doivent se rendre à l'évidence. Ils ont échoué à localiser et à récupérer le bateau, tout comme les garçons disparus. Et ils ont vraiment manqué de chance parce que la bouée de repérage qu'ils avaient fixée sur l'épave, une balise qui émet un signal numérique, est tombée en panne. Et quand ils sont retournés sur place pour récupérer le bateau, il avait disparu. C'est donc un fiasco total. Et la nouvelle de l'arrêt des recherches brise un peu plus le cœur des familles d'Austin et Perry. Mais elles ne baissent pas les bras, et à l'arrêt des recherches officielles, elles lancent leur propre recherche privée. Grâce à un appel aux dons en ligne, elles récoltent 400 000 $ et font appel à des professionnels et des volontaires. Elles organisent de nouvelles sorties en mer pour tenter de retrouver quelque chose, mais elles arrêteront aussi leurs actions faute de résultats. Par la suite, les mois vont défiler, des mois durant lesquels le Seacraft reste introuvable. Et chez les gardes-côtes, on n'a plus beaucoup d'espoir de le retrouver. Mais il va se passer un coup de théâtre inattendu dans cette affaire, une avancée qu'on n'espérait plus, parce qu'elle va survenir 8 mois plus tard. Le 18 mars 2016, le Heidafjord, un navire de ravitaillement polyvalent offshore battant pavillon norvégien, est en train de naviguer dans l'Atlantique. Commandé par le capitaine Havard Melvaer, le Heidafjord a quitté une semaine plus tôt Port-Fourchon, en Louisiane, pour rejoindre son port d'attache à Haugesund, en Norvège. Et le 18 mars, le navire se trouve à environ 160 km des Bermudes, le célèbre archipel britannique situé dans l'Atlantique, à plus de 1500 km des côtes de Floride. Ce jour-là, le capitaine est dans son bureau en train de travailler sur des feuilles de calcul Excel. Il fait de la comptabilité, quand tout à coup sa femme vient le voir. Elle lui dit qu'il a l'air fatigué et lui propose de sortir prendre un peu l'air, et l'homme accepte. Tous les deux sortent sur le pont, et dès qu'il franchit la porte, le capitaine voit quelque chose dans l'eau, à une dizaine de mètres, sur bâbord. Et ce qu'il voit, c'est un petit bateau chaviré. Par un hasard extraordinaire, il vient de retrouver le Seacraft d'Austin Stéphanos. Et le capitaine norvégien a eu un coup de bol monstrueux, car personne d'autre parmi les 16 membres de l'équipage ne l'avait remarqué. L'officier sur la passerelle surveillait les alentours avec des jumelles, mais à ce moment-là, il regardait à tribord, de l'autre côté.
Et si la femme du capitaine ne devait pas demander de sortir juste à ce moment-là, il l'aurait manqué lui aussi. Et le capitaine a lui-même reconnu avoir eu un coup de chance incroyable, il fallait avoir vraiment les yeux fixés dans la bonne direction, quelques secondes, à cet instant précis. Et cette découverte, près de 8 mois après la disparition, a été qualifiée de miracle par les gardes-côtes américains. Après avoir repêché l'épave, les Norvégiens l'ont hissée à bord du ravitailleur, puis ont continué leur route jusqu'en Norvège. Comme le bateau portait un numéro de série sur le moteur, ils ont contacté les gardes-côtes pour donner l'information, et ils ont appris alors qu'ils avaient retrouvé le bateau d'Austin. Ils n'avaient jamais entendu parler de cette affaire de disparition en mer avant. Ils ont donc retrouvé l'épave. Malheureusement, les 2 garçons n'étaient plus à bord. Le bateau des disparus a donc été retrouvé, mais les autorités américaines vont être obligées d'attendre encore 2 mois. Elles vont devoir patienter parce que le bateau va être renvoyé dans un conteneur transporté par cargo depuis la Norvège. Le 16 mai 2016, l'épave est enfin de retour aux États-Unis et elle va être expertisée. En effet, plusieurs enquêtes ont été ouvertes suite à la disparition des adolescents et à la découverte du bateau d'Austin. Une première enquête par la FWC, la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride, et une autre par la FDLE, le département de l'application de la loi de Floride, qui va lui devoir déterminer s'il y a eu une négligence envers un enfant. Mais il va falloir attendre pour obtenir leurs conclusions. Depuis le début de l'affaire, on soupçonne logiquement que Austin et Perry ont perdu la vie dans un dramatique accident maritime. Seulement, tout n'est pas si simple. Parce que des zones d'ombre vont apparaître. En effet, les enquêteurs qui inspectent l'embarcation découvrent que les interrupteurs d'allumage et de batterie sont en position arrêt. Une configuration difficile à obtenir accidentellement, surtout en cas de tempête. C'est d'autant plus étrange que la batterie est très difficile à localiser et qu'il est presque impossible de l'éteindre par accident. Et ces boutons en position off, donc éteints, paraissent louches à certains. Et on se demande si cette apparente disparition en mer ne cacherait pas un acte criminel. Fait important, divers objets appartenant à Austin et Perry ont été retrouvés dans le Seacraft, y compris des articles de pêche et surtout l'iPhone 6 d'Austin. Mais l'appareil a été gravement endommagé par la mer, exposé aux éléments de l'océan Atlantique pendant des mois. Vu qu'à part le détail des boutons des moteurs et batteries en position arrêt, les autorités n'ont trouvé aucun indice suggérant un crime, ils privilégient logiquement l'hypothèse accidentelle. Et ils veulent rendre les objets trouvés dans le bateau aux familles sans enquête approfondie. Mais les parents de Perry Cohen, et en particulier sa mère Pamela, ne sont pas d'accord. Elle refuse que les forces de l'ordre rendent l'iPhone d'Austin à sa famille, sans en examiner le contenu. Car l'appareil pourrait contenir des indices importants. Des indices permettant d'expliquer le drame et peut-être même liés à un éventuel acte criminel. Ou alors un homicide involontaire. Les parents de Perry ont peur que d'éventuelles preuves dans l'iPhone soient effacées. Donc ils vont intenter une action en justice contre la restitution de l'iPhone aux parents d'Austin. L'appareil va quand même leur être rendu, mais un juge va demander à ce qu'il soit envoyé à Apple afin qu'il soit examiné par l'entreprise pour le tribunal. C'est ce qui va être fait, seulement les ingénieurs de l'entreprise américaine ne vont pas réussir à récupérer le contenu de l'iPhone. Ils ne vont pas réussir à extraire les données du téléphone, trop altéré par son séjour dans l'eau. Au début de l'affaire, les 2 familles étaient assez solidaires, mais peu à peu des tensions vont éclater. Et en 2017, Pamela Cohen, la mère de Perry, va déposer plainte. Elle intente une action en justice pour mort injustifiée contre la famille d'Austin Stefanos, alléguant que Blue Stefanos, son père et d'autres membres de la famille, avaient été négligents en permettant aux enfants de s'aventurer dans l'océan avec un navire indigne et aucun appareil de communication à bord. La mère de Perry était fermement opposée à ce que son fils parte en mer sans la surveillance d'un adulte. Elle l'avait dit plusieurs fois à la famille Stefanos qui n'aurait pas respecté ses souhaits. De plus, des accusations spécifiques sont portées en particulier contre Blue Stefanos, le père d'Austin, qui, selon les Cohen, aurait retardé les efforts de sauvetage des autorités compétentes en entreprenant ses propres recherches. Il est parti lui-même chercher les garçons, au lieu d'appeler le 911. Comme nombre de procédures judiciaires, elle va s'étaler sur des années, et en septembre 2020, un juge du comté de Palm Beach juge que Blue Stefanos n'est pas responsable de la disparition de son fils et de Perry Cohen. Le juge considère que la recherche privée effectuée par M. Stefanos n'avait pas accru le risque de préjudice pour les garçons, et que le risque auquel ils étaient exposés résidait dans les conditions dangereuses en mer.
L'affaire n'ira donc pas devant les tribunaux, mais on va apprendre que un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux familles en 2021. Suite à la tragédie en 2015, des enquêtes avaient été ouvertes, et après 2 années d'investigation, la FWC publie enfin son rapport. En juin 2017, les enquêteurs de la FWC livrent leurs conclusions, et selon eux, la météo est bien à l'origine de la disparition tragique d'Austin Stéphanos et de Perry Cohen. Les 2 jeunes auraient eu un incident météorologique en mer qui aurait provoqué le chavirement de leur navire. Il existe de nombreux scénarios spéculant sur ce qui aurait pu se passer avant et pendant le chavirement, mais les preuves ne sont pas suffisamment concluantes pour confirmer un scénario particulier. On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour tragique, autre que le fait que le navire a pris l'eau et a chaviré. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais on a de bonnes raisons de penser que le moteur du bateau, le Yamaha 115 chevaux, est sûrement tombé en panne. Il aurait eu une avarie qui aurait provoqué une prise d'eau, et par la suite, des vagues auraient fait chavirer le navire. Le jour de leur disparition, Austin et Perry pêchaient donc probablement là où on trouve habituellement du thon, à environ 1,6 km au large de Jupiter, là où le Gulf Stream prend sa source. Et les preuves suggèrent que les garçons tentaient de ramener leur navire vers le rivage quand la tempête est arrivée. C'est à ce moment-là qu'il a chaviré, mais comme il n'a pas coulé, les 2 garçons ont pu tenter de rester à bord. Ou alors ils ont peut-être tenté de rejoindre le rivage à la nage et se sont noyés. Mais ce sont des spéculations vu qu'on a juste retrouvé leur bateau. En ce qui concerne le Seacraft, il a dérivé vers le nord après la tempête, poussé par le courant du Gulf Stream. En tout cas, la FWC a réfuté les théories selon lesquelles les garçons se seraient retrouvés sur une île près de la Géorgie ou même aux Bahamas. Même si Austin avait parlé de se rendre aux Bahamas, c'était impossible après avoir pris pour seulement 122 € d'essence. Cette quantité de carburant ne les aurait pas transportés aussi loin. Très peu de temps après la FWC, le département de l'application de la loi de Floride a lui aussi rendu public son rapport d'enquête. Un rapport dans lequel il indique notamment que le bateau d'Austin manquait d'équipements électroniques de base, comme un GPS ou une EPIRB, qui est en gros une balise électronique qui émet un signal de détresse via satellite permettant au secours de localiser rapidement le navire en difficulté. En conclusion, le Seacraft n'était pas correctement équipé pour une sortie en mer. Et si vous vous rappelez de ce détail, Perry avait demandé le GPS de son beau-père Nick, seulement il ne l'a pas emporté. Les 2 ados ont laissé ce GPS chez Austin. Comme vous l'avez compris, l'hypothèse accidentelle semble s'imposer dans ce dossier. Tout indique que les 2 jeunes ont été surpris par la tempête après avoir quitté le chenal de Jupiter. Ils ont été trop confiants, et c'est triste à dire, mais il faut reconnaître qu'ils sont en partie responsables de ce qui leur est arrivé, quoi. Ils sont en partie responsables parce qu'ils étaient quand même jeunes, ils manquaient d'expérience, mais bon, ils ont quand même commis une grosse imprudence, quoi. Et quand on analyse les choses de manière objective, on se rend compte que les familles ont aussi une part de responsabilité, parce que ces 2 gamins étaient quand même assez gâtés. Le grand-père d'Austin lui avait offert un bateau pour ses 14 ans, et les parents n'avaient pas l'air de trop surveiller ce que faisaient leurs enfants, quoi. Et tout ça a fini avec 2 morts. C'est donc terrible, et le bilan aurait même pu être beaucoup plus lourd. Parce que la veille du drame, le 23 juillet 2015, Perry Cohen avait proposé via Instagram à un copain nommé James Hastings de les accompagner de leur sortie fatale. Mais par chance, Jack avait refusé l'invitation. Et on peut dire qu'il a eu chaud. Ce que je vais dire maintenant n'est pas dans les rapports d'enquête, c'est plus une hypothèse personnelle. Vu qu'on n'a jamais retrouvé les 2 ados, il paraît évident qu'ils ont fini dans l'eau à un moment donné. Et là, un scénario assez terrifiant reste possible, celui d'une attaque par des requins. Les garçons ont très bien pu se faire agresser par des squales, sachant que d'après un site de plongée, Jupiter est connu aux États-Unis comme la Mecque de la plongée avec des requins. Ces eaux sont apparemment infestées de requins. On y rencontre surtout des requins citrons, des requins bulldogs, des requins marteaux et même occasionnellement des grands requins blancs. Et on sait que les requins peuvent attaquer les humains par erreur, mais aussi quand ils ont faim. Et quand ils sont affamés, ils ne sont pas toujours très regardants. Voilà pourquoi on ne peut pas, selon moi, écarter ce cas de figure ici. Surtout qu'hasard ou coïncidence, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà eu plusieurs attaques de requins à Jupiter. La dernière attaque étant même très récente. Elle remonte à seulement quelques semaines.
Perry et Austin ont donc malheureusement pu succomber à une attaque de requins, mais on ne saura jamais, parce que ils n'ont jamais été retrouvés. Ce cas de figure qui est horrible est donc possible, hein, mais bon, on ne saura jamais parce que les circonstances exactes de cette tragédie ne seront jamais connues. Dans les années suivant le drame, les deux familles ont créé des fondations à la mémoire de leur fils. La fondation Perry J. Cohen, qui fait des dons à des organisations et des écoles locales. Elle se consacre à l'art, à l'éducation environnementale marine et à la préservation de la faune. Et elle mène aussi des actions dans le domaine de l'éducation à la sécurité nautique. Les proches d'Austin ont créé la fondation Austin Blue, qui aide à promouvoir la sécurité en mer. Elle a même contribué à l'adoption d'un projet de loi sur les balises en Floride, qui permet d'accorder des réductions sur les frais d'immatriculation des bateaux s'ils ont une balise à bord. La disparition d'Austin Stephanos et de Perry Cohen aura donc au moins eu quelques effets positifs. Pour ne pas les oublier, une statue a été érigée dans un parc de Jupiter Beach. Cette statue grandeur nature représente un homme et une femme scrutant la mer, comme s'ils cherchaient Austin et Perry. Moi qui m'intéresse à ces affaires de disparition et de mort tragiques depuis 2016 maintenant, presque 10 ans, j'ai étudié des centaines d'affaires et je me rends compte que une bonne partie d'entre elles pourrait être évitée si les gens étaient plus prudents. Je ne dis pas qu'il faut rien faire parce que la peur n'évite pas le danger, mais en appliquant quelques règles de sécurité basiques, on pourrait sauver beaucoup de vies, quoi. Et cette affaire en est encore un cruel exemple. Parce que Austin et Perry étaient certes des marins plus expérimentés que les autres jeunes de leur âge, mais ils ont commis le jour du drame une erreur assez fatale. Ils n'ont pas fait ce que devrait faire normalement tout marin avant de sortir en mer, consulter la météo. Ce qui devrait être un automatisme. Et ce conseil vaut aussi quand on fait des randonnées dans la nature, surtout en montagne. Il faut jamais partir en montagne sans s'assurer qu'il n'y a pas un orage qui arrive. Parce que les erreurs de ce genre, que ce soit en mer ou en montagne, en général ça pardonne pas. Donc petit rappel de sécurité, ayez toujours pour réflexe de bien consulter la météo avant de partir. Et s'ils annoncent du temps pourri, eh bien repoussez, changez de programme, restez chez vous tranquille, regardez quelques vidéos sur YouTube par exemple, et faites ça un jour ou deux plus tard. C'est vrai que c'est assez frustrant de devoir reporter une sortie, mais bon, c'est toujours mieux que de finir entre quatre planches. Donc ça c'est un petit rappel de conseils de sécurité, mais la vidéo n'est pas finie, ne partez pas. On vient de voir que cette affaire de disparition en mer a fini de manière tragique, mais pour finir sur une note plus positive, il arrive aussi que des jeunes disparaissent en mer et s'en sortent. On a d'ailleurs eu un exemple très récent, et on va rester encore un peu ensemble pour en parler. C'est une affaire qui s'est passée en juillet dernier en Australie, plus particulièrement à Wooli, une petite ville côtière de Nouvelle-Galles du Sud, sur la côte est de l'Australie, à 333 km au sud de Brisbane. Le 9 juillet 2025, un Australien de 19 ans nommé Darcy D. Fowles quitte sa maison de Wooli, et il part seul en vélo avec sa planche de surf pour aller surfer jusqu'à une plage proche, un spot de surf qu'il a l'habitude de fréquenter. Mais en fin d'après-midi, Darcy n'est toujours pas rentré et ses parents s'inquiètent parce que, en plus, il est injoignable parce qu'il a laissé son téléphone avant de partir. Ils vont alors jusqu'à la plage de Wooli, où ils retrouvent ses affaires laissées sur le sable. Mais l'adolescent n'est nulle part en vue, que ce soit dans l'eau ou sur la plage. Là, les parents comprennent qu'il lui est arrivé quelque chose, et ils contactent alors les secours. Un premier bateau de sauvetage part en mer vers 22h, mais ils ne trouvent aucune trace du surfeur. On garde tout de même l'espoir de retrouver Darcy vivant, car la météo est bonne et l'eau à 20 degrés. Mais Terry, son père, lance un appel sur Facebook pour réclamer de l'aide. Le lendemain matin, des centaines d'habitants du coin et de volontaires répondent à l'appel. Tout le monde part en mer à la recherche de Darcy à bord de bateaux et de jet-ski. Et vers 9h, une équipe de sauvetage retrouve finalement le surfeur sur North Solidarity Island, une île inhabitée au large des côtes australiennes, à 14 km de la plage de Wooli. Darcy est légèrement blessé, mais il va bien. En fait, il a été emporté par les courants vers le large quand il surfait, et par chance, les courants l'ont porté jusqu'à cette réserve naturelle sur laquelle il a passé la nuit. Au total, le jeune homme a passé 18 heures dehors, mais il s'en est sorti. Et son père Terry a déclaré que le sauvetage de son fils était un miracle comme on en voit qu'un sur 1 million. Pour une fois, c'est une affaire de disparition qui se termine bien, et on ne peut que s'en réjouir, parce que ça n'est malheureusement pas toujours le cas. Et ce qui est amusant, c'est qu'en examinant une photo prise sur la plage de Wooli, on se rend compte qu'on voit l'île de North Solidarity Island, qui n'est qu'un point sur l'horizon.
Ça faisait quand même une sacrée trotte, hein. Mais bon, le gros coup de bol qu'a eu Darcy ce jour-là, c'est que les courants le poussent en direction de cette île, quoi. Et si ce jeune homme a un ange gardien, bah là, il peut le remercier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez eu vous-même une frayeur en mer, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la raconter dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite évidemment à mettre un pouce en l'air. Je vous invite aussi à partager cette vidéo si vous en avez envie sur les réseaux sociaux, parce que ça donne toujours un coup de pouce aux vidéos. Et pour ne louper aucune vidéo et aussi soutenir la chaîne, pensez à activer toutes les notifications de la cloche, en plus de vous abonner, évidemment. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos de disparitions mystérieuses en mer, notamment, vont vous être proposées dans quelques instants. En ce qui nous concerne, on va se retrouver prochainement sur la chaîne, comme d'habitude, dans 15 jours au plus tard, et d'ici là, faites pas trop les fous, et surtout, ne disparaissez pas.